Ok, je vais sortir un nouvel album. Mais avant, faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple, basique. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martin Eden. Et aujourd'hui, épisode un peu... épisode de simple basique déjà. Mais trigger warning, voilà, je le dis honnêtement, parce qu'on va parler d'un adepte de Freud, Wilhelm Reich. Alors que là, je suis anti psychanalyse. Enfin, la science est anti-psychanalyse. La psychanalyse elle-même est pas réellement une science, bon, toujours enseignée, etc. Mais je pense qu'il serait raisonnable, en tout cas, de remettre en cause son caractère scientifique. Mais cependant, vu que la psychanalyse, je crois, un peu plus de 100 ans, elle a commencé au début du XXe siècle, à peu près, mettez dans les commentaires quand elle a réellement débuté, donc avec Freud, etc. Et il y a un de ses élèves, je vais pas parler de Jung, je méprise Jung, Jung pour moi est une imposture de long en large et en travers, mais on va parler de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich qui est un des élèves de Freud, qui... Wilhelm Reich, spoiler, a fini à la fin de sa vie totalement New Age, totalement barré, on va dire ça comme ça. Donc les sectes ésotériques, New Age, etc. adorent Wilhelm Reich, aiment plutôt la fin de sa vie, parce que je crois même d'ailleurs de souvenir que Wilhelm Reich est cité dans le... Enfin, un des objets de Reich est cité dans le livre de Jack Kerouac sur la route, qui est Jack Kerouac sur la route, qui est un monument littéraire des années 60, la contre-culture en général. Enfin bref, allez le lire, c'est un très bon livre d'ailleurs. En plus, Kerouac d'origine bretonne, enfin bref, un peu de chauvinisme de temps en temps. Et donc voilà, Wilhelm Reich, mais Wilhelm Reich a écrit pour moi, entre guillemets, 2 livres vraiment intéressants. Après, il faut faire le tri dedans, mais malgré tout, il y a 2 livres qui... Donc, le premier, c'est Psychologie de l'image du fascisme, qui a été écrit durant les années 30. Donc, c'est un petit peu un document d'époque. D'ailleurs, je crois que le national-socialisme avait interdit sa publication, de souvenir. Ça, c'est son livre, je crois toujours que ce livre est toujours étudié en psychologie sociale, je crois. Où en fait Reich avait introduit, enfin ça a été un des initiateurs de ce qu'on appelle le courant du freudo-marxisme. Le freudo-marxisme qui est un courant assez compliqué avec Adorno, Keimer, etc. Très technique, assez jargonnant, on va pas se mentir. Mais on peut résumer le freudo-marxisme à l'introduction de la psychologie dans le marxisme. C'est assez sommaire, mais c'est à peu près l'idée. Et comme la psychologie de l'époque, c'était beaucoup Freud, c'était du freudisme et de la psychanalyse. Et d'ailleurs, il y a pas mal de psychanalystes, hommes et femmes, qui ont eu des parcours de résistants, de révolutionnaires, d'avant-gardistes, etc., voire même politiques. Et ce qui fait que des fois, je suis vraiment coincé. Il y a des gens que j'apprécie de manière extrêmement cadré, on va dire, certaines idées, mais j'admets qu'après, psychanalyste, etc. Donc à un moment donné, c'est un peu bancal, mais il y a pas mal de psychanalystes, enfin pas tous bien évidemment, il y en a certains et certaines, qui ont produit quelque chose d'assez intéressant pour le peu qu'on ait avec des pincettes et qu'on recadre bien le truc. Et c'est un sujet assez bancal en fait. Je ne cherche pas à faire vraiment pas réellement à faire la promotion de la psychanalyse et de Freud, bien évidemment. Mais malgré tout, historiquement, voilà, c'est la psychologie a commencé avec la psychanalyse, on va dire ça comme ça, et Freud. Donc à un moment donné, vu que le marxisme aussi, a une histoire, la psychologie a une histoire. Donc à un moment donné, quand on remonte un petit peu dans le temps, les deux sont un petit peu liés. Et donc, enfin bref, et Wilhelm Reich, le 2e livre qu'il a écrit, je crois, enfin en tout cas, peut-être pas chronologiquement, c'est peut-être pas le 2e, mais on va dire pour moi en termes d'importance, c'est le livre Qu'est-ce que la conscience de classe ? C'est un livre assez court, rigoureux. Enfin, je le mettrai dans la description. Enfin, ces 2 livres, je les mettrai dans la description. Au cas où vous voudriez les lire. D'ailleurs, Psychologie de l'image du fascisme se lit assez bien, ce qui est assez étonnant. Et Qu'est-ce que la conscience de classe se lit assez facilement aussi. J'en suis à peu près la moitié. Enfin, j'ai lu un peu rapidement. Enfin, j'ai commencé à le lire rapidement, mais ces 2 livres se lisent extrêmement bien, très accessibles. Et bon, je repère certains gros trucs, machin, etc. Si vous voulez, faut faire le tri.
Mais il me semble avoir un propos intéressant pour le peu qu'on s'y attelle, pour le peu qu'on fasse vraiment qu'on remette un petit peu les idées dans l'ordre et surtout qu'on en vire certaines. Et donc voilà, donc ça me semble extrêmement intéressant. Et Wilhelm Reich, je le précise, je ne fais pas la promotion de la psychanalyse. Wilhelm Reich, je l'introduis dans cet épisode de simple basique, plus de basique maintenant. Bien en fait, en prévision dans un futur moyennement ou moyen, on va dire ça comme ça dans le temps, de ces deux livres, La psychologie de l'image du fascisme et mais surtout le livre, vu qu'il est assez fin, de Qu'est-ce que la conscience de classe. Ça me semble assez fin, ça me semble tout simplement primordial. Et voilà, primordial, et puis voilà quoi. À un moment donné, il faut en parler un peu de ces livres-là, et donc effectivement, c'est la psychanalyse, on va un peu se salir les mains. Mais mettez un pouce rouge, voilà, si tu es du Z-Game, que je te parle de psychanalyse, tu n'aimes pas. Voilà, c'est en fait, on reprochait aussi à Reich d'être beaucoup trop marxiste quand il était chez les Freudiens, et quand il était chez les marxistes, on lui reprochait d'être freudien. Trop marxiste pour les Freudiens, et trop freudien pour les marxistes. Ça donne un mélange, et il faut vraiment interpréter ça comme le freudo-marxisme, comme une tentative d'introduction de la psychologie dans le marxisme, surtout dans le marxisme orthodoxe, qui se résumait bien souvent à un simple une vision totalement mécaniste de l'histoire, de manière totalement froide. Voilà, c'est ce que même reprochait Reich au marxisme, enfin ce qu'il appelait le marxisme, en fait, qui était le marxisme orthodoxe du Parti communiste allemand, de l'URSS, etc. À cette époque, qui est déjà dans les années 30. Voilà, lui réintroduit une certaine subjectivité dans la vision purement mécanique de l'histoire de l'orthodoxie marxiste de l'époque. Donc voilà, et ça c'est un questionnement qui est très intéressant et qui mériterait d'être remis au goût du jour aujourd'hui. Et donc, sauf que y a plus tellement ça quoi. C'est comment Artif, enfin bref. Avec des vrais outils de psychologie clinique. Enfin bref, camarades, tu auras compris de cette longue introduction du futur, on va parler de Wilhelm Reich. Wilhelm Reich est un médecin, psychiatre et psychanalyste. Il est né le 24 mars 1897 à un bled, va voir sur Wikipédia, alors en Autriche-Hongrie, aujourd'hui en Ukraine. Et est mort en prison le 3 novembre 1957 à l'âge de 60 ans à Lewisburg, Pennsylvanie, États-Unis. Le déroulement de son interrogation s'est assis sur une série d'expériences axées sur la libido, hypothèse centrale de Sigmund Freud relative à l'irrépressible rapprochement sexuel de la femme et de l'homme en vue de l'orgasme, qui consistait à montrer, en quoi consistait sa conclusion, qu'une énergie libidinale pouvait être caractérisée par des mesures simplement électriques détectées par un oscilloscope. Cette interrogation le mena ensuite à une pulsation générale portant vers l'étude des réactions des monocellulaires à leur environnement, qui l'inclina à cette question plus générale: qu'est-ce que le vivant ? En conséquence de ces observations, Wilhelm Reich a déployé son entendement du monde autour du concept de l'orgone, terme correspondant à sa description de l'énergie de la vie. Je crois que c'est l'orgone qui est décrit dans le livre de Jack Kerouac, une espèce de truc un peu chelou, enfin bref. Je crois que c'est ça. Dites-moi dans les commentaires si ça se trouve, c'est dit plus pas dans la fiche. Enfin bref. Âgé de 22 ans, lorsqu'il prend contact avec la psychanalyse, il est le plus jeune collaborateur intégré dans le cercle intime de Sigmund Freud à Vienne. Il est connu pour ses contributions à la sexologie, à la thérapie psychanalytique, son engagement en faveur de l'émancipation de la satisfaction sexuelle, la fonction de l'orgasme, la cuirasse caractérielle et ses recherches sur l'énergie d'orgone. Je vous le dis, New Age. Ces prises de position l'ont fait entrer en conflit avec le créateur de la psychanalyse et ont mené son exclusion de l'Association psychanalytique internationale en 1933. Biographie. Premières années. Wilhelm Reich, né en 1997 va voir sur Wikipédia, fils de Léon Reich, fermier, et Cecilia Roninger. Peu après sa naissance, sa famille s'installe plus au sud dans une ferme du Wischnetz près de Tchervisky en Bucovine. Voilà. Il attribue plus tard son intérêt pour l'étude des rapports sexuels et des bases biologiques des émotions à son éducation dans la ferme paternelle, où les fonctions naturelles de la vie ne furent jamais cachées. Ouais, c'est spécial. Enfin, pour 2 livres, enfin bref, continuons. Il suit un enseignement à domicile jusqu'à l'âge de 13 ans. À 14 ans, il joue un rôle important dans le suicide de sa mère en révélant à son père la liaison de celle-ci avec l'un de ses précepteurs. Il fuit son domicile peu après la mort de son père en 14, lors de l'arrivée de l'armée russe. Dans Passion of Nook, il écrit
Je ne revis jamais ni ma terre natale, ni mes biens. Dans ma vie passée aisée, il ne m'est rien resté. Quand même, hein. Bon, en même temps, il n'est pas fait exprès, quoi. Vie en Europe, à Vienne. Après la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle il combat sur le front italien, il devient médecin, puis psychiatre et s'intéresse à la philosophie, aux sciences naturelles et à la sexologie naissante. Il entreprend une analyse didactique avec Rado, puis avec Paul Fernen. Après des conférences sur la psychanalyse données en marge de ses études de médecine, il rencontre à l'université de Vienne Sigmund Freud, qui lui offre 2 de ses livres et l'encourage. Il participe activement au séminaire de la psychanalyse, dont il devient rapidement un sous-directeur. Il est notamment, avec Nandor Ferenczi, l'initiateur d'un nouveau séminaire technique. Il publie plusieurs ouvrages, dont l'un sur la fonction de l'orgasme, qu'il dédicace à son maître, où sont clarifiés les concepts d'économie sexuelle et de caractère génital. Les psychanalyses, bon, c'est très bien autour de quoi ça tourne. Il épouse Annie Pink, elle aussi psychanalyste, en 1922, et ont 2 filles, Eva, née en 1924, et Laure, née en 1928. Reich pose l'hypothèse que, pour une grande part, la cause des névroses est d'origine socio-économique, problèmes de logement, indépendance économique de la femme, difficultés de contraception. Il forme un groupe de médecins et d'infirmiers pour aider les personnes des quartiers pauvres de Vienne et crée un dispensaire psychanalytique gratuit pour les plus démunis. En septembre 1929, il voyage en URSS où il rencontre la pédagogue Vera Schmidt. Déjà, on sent le début lutte des classes marxisme hein, dans le truc, hein, déjà. À Berlin. Il déménage en 1930 à Berlin où il adhère au KPD, le Parti communiste d'Allemagne. Là, il dispense des conseils en matière de sexologie et donne des cours à l'école marxiste des travailleurs. Il s'implique également dans les travaux de l'Institut psychanalyste de Berlin. En désaccord avec l'apolitisme de la société psychanalyse, il regroupe autour de lui des psychanalystes à tendance marxiste ou sympathisants tels qu'Heinz Fromm, Otto Fernigel, Friedrich Benfield, Barbara Lantos. Il contribue à la théorisation du freudo-marxisme. Voilà, c'est déjà, la science, non. Là, les zététiciens, il est contre l'apolitisme. Pour lui, le truc apolitique, c'est déjà cette droite. Enfin bref, on continue. Poursuivant son engagement auprès des masses, il crée Sexpol, un centre public de recherche et de discussion sur les conditions de vie contemporaine et des conditions d'épanouissement de la satisfaction sexuelle dans les milieux populaires. Le Sexpol attire de nombreuses associations, plus de 100 000 adhérents, puis est interdit lors de la montée du nazisme. Et selon son journal, un nom imprononçable, et sa mission d'édition créée en 1932, dès cette époque, il a introduit dans sa pratique psychanalytique le concept de cuirasse caractérielle. Ses relations avec Sigmund Freud sont amicales tant que Reich s'en tient à la psychanalyse. Il faisait partie du cercle de ses intimes. Mais un désaccord survient à propos de la théorie freudienne du Thanatos et de l'Éros. Selon Reich, Thanatos, l'instinct de mort, qui permet à la psychanalyse de justifier le masochisme et la pulsion de répétition, n'est qu'une pulsion secondaire, acquise au cours d'une vie de souffrant, et non comme chez Freud, une fonction primaire. Je vois trop Reich dire à Freud, ouais, mais en fait, la pulsion de mort, c'est un truc socialement construit, tu vois. Enfin bref, en mode... enfin bref, je m'imagine des trucs. Avec le risque consécutif à la persécution des communistes par le nouveau régime nazi, leurs relations se détériorent. En 1933, l'association psychanalytique internationale lui demande de démissionner, mais il refuse, et apprend en 1934 qu'il ne fait plus partie de la liste des membres. Pour Laure Reich-Robin, sa fille Anna Freud est l'une des responsables de cette exclusion. Il est aussi exclu du Parti communiste allemand en 1933. Annie lui divorce aussi cette année-là. En danger en tant que juif et communiste, il fuit l'Allemagne nazie. En 1935, la Gestapo décrète l'autodafé de ses ouvrages. Exil en Autriche. Il s'exile en Autriche, à Vienne, d'où l'hostilité croissante des milieux psychanalytiques le contraint à repartir. Toutefois, ses travaux et conséquences sur la famille influencent le groupe des révolutionnaires communistes d'Autriche, dirigé par Georg Scheuer, Danemark. Il accepte l'invitation de Jonathan Lumbach, l'un des fondateurs de la Ligue mondiale pour la réforme sexuelle au Danemark, d'où des manœuvres staliniennes du Parti communiste danois pour le font expulser. Délicieux. Suède-Norvège. Il se rend ensuite en Suède et en Norvège où il entreprend des recherches sur la fonction de la sexualité et de l'angoisse, avec l'aide d'une nouvelle équipe formée de médecins et de psychanalystes, d'un ingénieur en électricité. Ces travaux le conduisent à s'intéresser à la biogèse et à élaborer la théorie des bions. À l'invitation du professeur John Rupp, un nom imprononçable, directeur de l'Institut de physiologie de l'Université d'Oslo, il donne des cours sur l'analyse caractérielle.
Les résultats de cette période norvégienne sont publiés en 1937 sous le titre « Étude expérimentale de la fonction électrique de la sexualité ». C'est en ces années qu'il propose les bases de la thérapie psychocorporelle en collaboration avec Ola Rakness. Il se lie dans le même temps avec Alexander, un nom imprononçable aussi. Grande-Bretagne. En 1939, il passe en Grande-Bretagne où il rencontre l'ethnographe Bronislaw Malowski. À cette occasion, il révèle que les observations de Malowski sur les peuplades primitives de Ziltrobian confirment les théories sur l'évolution du matriarcat au patriarcat et l'influence primordiale des conditions économiques sur les pratiques sexuelles, thèse ayant déjà formulée en tant qu'ouvrage en 1932, l'irruption de la morale sexuelle. Il entreprend une nouvelle rédaction de ce livre à la lumière de ces nouveaux éléments. Malowski l'invite à le rejoindre aux États-Unis pour occuper un poste de maître de conférence. Vie aux États-Unis. Embarqué le 19 août 1939, Reich est accueilli aux États-Unis à la fin du mois par son traducteur Theodore Wolff. Il s'établit à New York où il enseigne la psychanalyse et l'analyse caractérielle à la New York Social Research. Il exerce parallèlement comme psychiatre-psychanalyste dans son cabinet privé. En 1939, il est élu membre honoraire de la Société internationale de la plasmogénie. Après perquisition de son appartement par le FBI suite à l'attaque de Pearl Harbor, il passe Noël 41 en prison car il est soupçonné par Edgar Hoover d'être un espion nazi. Il est libéré le 5 janvier 1942. Après quelques années, il achète en 1945 dans le Maine une grande propriété de 80 hectares qu'il baptise Orgonon, où il crée l'Ergonomy Energy Clinic, destinée au dépistage des maladies énergétiques, biopathie, et l'Ergonomic Infant Research Center, consacré à l'étude de l'enfant depuis le stade prénatal jusqu'à l'adolescence. Là, je pense qu'on peut dire ça part un petit peu en mode New Age. Il poursuit ses travaux avec ses assistants dans le domaine de la biologie et de la biophysique. Il tient des conférences sur ses découvertes, ses inventions et l'évolution de ses recherches, y édite un journal et reçoit les visites de ses collaborateurs. Ce lieu est actuellement le musée Wilhelm Reich, il se situe à Angers. Oranure. Le 15 décembre 1950 commence l'expérience Oranure. Oula, j'adore le nom, ça m'inspire. Reich enferme une aiguille de radium soigneusement isolée par une couche de plomb dans un de ses accumulateurs. Son but est de vérifier si l'ivrogne concentré peut contrôler les effets mortifères des radiations atomiques. En février de l'année suivante, l'expérience aboutit à une catastrophe énergétique, le lieu devenant inhabitable. Par ailleurs, Reich propose à des patients volontaires un traitement expérimental susceptible de les aider à mieux vivre leur cancer. Les malades s'irradiant dans un accumulateur d'orgones et bénéficiant parallèlement d'une végétothérapie caractério-analytique. Je suis sûr que Jacques Grimaud doit savoir ce que c'est. Des prélèvements sanguins, quelques gouttes de sang sont réalisés puis évalués sur les effets d'irradiation sur l'organisme. Reich suscite les critiques de la communauté psychanalytique américaine. En début de ses titres de docteur en médecine et de psychiatre et son passé de chef de séminaire au cours de sa période psychanalytique, ces expériences sont considérées comme privant les malades de thérapie et les mettant en danger. C'est vrai, je suis totalement d'accord. À cette époque, comme lors de sa période scandinave, les rumeurs le qualifient de fou et de lubrique. À partir de janvier 1942, attaqué de toutes parts, traité de charlatan par les psychiatres et de schizophrène dans le milieu psychanalytique américain, Reich s'enfonce dans la folie, se croyant victime d'un grand moju, c'est-à-dire des fascistes rouges, ce nom forgé par lui dérivant de M.O. Senigio, personnage anonyme qui avait livré Giordano Bruno à l'Inquisition, et de Donju Gravity alias Staline. Selon Bella Grunberg et Janine Chasseguet, Wilhelm Reich est devenu paranoïaque alors qu'Otto Fenigel le qualifie de schizophrène. Dans un cas comme dans l'autre, ça sent le sapin. Cloudbuster et Cloudbusting. Parmi ses inventions figure le Cloudbuster, dissolvant de nuages ou brise-nuages, à l'aide duquel il prétendit faire pleuvoir d'abord au cours de sécheresses dans le Maine, ensuite dans des régions arides, et ça en Arizona, et aussi repousser les tempêtes. Plusieurs versions de l'appareil ont existé, le principe demeurant le même. Son fils Peter Reich, dans son livre A Book of Dream, décrit le plaisir qu'ils prenaient ensemble à faire pleuvoir grâce au Cloudbuster. Kate Bush découvrit ce livre en 1976 et lui inspire en 1935 la chanson Cloudbusting qui, ainsi que le clip vidéo l'accompagnant, évoque les mésaventures arrivées à l'invention de son inventeur. Des versions plus récentes de cet appareil appelé Chembuster sont censées pouvoir contrer les effets du supposé chemtrails. Voilà, là on en vient, New Age, voilà, théorie du complot, voilà. Mort en prison.
Après les vérifications entreprises par la Food and Drug Administration, organisme public de répression des fraudes, un tribunal lui interdit la location d'accumulateurs d'organes aux États-Unis. Outrepassant ses injonctions, il est arrêté 2 fois. Jugé en première fois, il refuse de se présenter devant le tribunal une seconde fois, car il estime qu'il n'est pas de la compétence d'un tribunal civil de juger les propos d'une découverte scientifique. Il est condamné pour outrage à la cour à 2 années d'emprisonnement en 1956. Il meurt d'une crise cardiaque en prison le 3 novembre 1957, mais aucune autopsie n'est pratiquée. Pertinence contestée. Entre guillemets. En mai 1957, depuis la bibliothèque de la prison, il écrivit ces mots à son fils Peter. « Je suis fier de me retrouver en si bonne compagnie avec les Socrates, Chris, Galilée, Moïse, Savanov, Dostoïevski, Gandhi, etc., Luther et tous les autres qui combattirent contre le démon de l'ignorance, les décrets illégitimes et les plaies sociales. Tu as appris à espérer en Dieu comme nous avons compris l'existence et le règne universel de la vie et de l'amour. » Référence nécessaire à la citation. Effectivement. Le verdict est toujours aujourd'hui objet de controverse. Le contexte politique américain de la fin des années 50, marqué par le macartisme, son appartenance passée au Parti communiste, qui avait été à l'origine de certains de ses déboires lors de son entrée aux États-Unis, mais surtout le verdict du jugement concernant l'orgone. L'énergie orgone n'existe pas. Tout semblait prouver aux yeux de ses adeptes que Reich était un savant persécuté pour ses découvertes extraordinaires. Cependant, d'après Rudinesco, leur attitude n'était pas moins sectaire que celle de ses opposants. Ces œuvres connaissent un second autodafé. Elles sont, par décision de justice, brûlées dans l'incinérateur de Grand Forks à Manhattan, dans l'État de New York. Le dossier du FBI sur le cas Wilhelm Reich concernant les relations entre l'État et l'auteur a été déclassifié et donc ouvert à tous. Les éditeurs du texte de l'entretien Reich parle de Freud affirment que ses interventions avec Esslier étaient sollicitées et réalisées dans le cadre des efforts désespérés pour discréditer et ruiner Reich et son œuvre pour des calomnies gratuites. Sexologie. Reich influençait la sexologie, qui influence la sexologie, pense que le désir peut être réalisé dans la satisfaction, évitant ainsi l'idéalisation d'une ou des partenaires et théorise l'équivalence entre les objets. Au contraire, Freud théorise l'idéalisation comme projection de l'idéal du moi sur l'objet. C'est ça. Psychanalyse. Les sexologues américains Master et Johnson poursuivent la recherche de la biophysique et reichienne dans le domaine de la sexualité. Reich et ses successeurs. On arrive bientôt sur la fin. Après sa mort, Reich a connu un regain d'intérêt dans les années 70 qui ont vu le développement de la psychothérapie, de la végétothérapie, qui découle directement des concepts de Reich ainsi que des travaux du docteur John Pierakatos. L'analyse bioénergétique a été développée par son élève et docteur Alexander Loven, qui s'est tenu éloigné de l'impression de persécution de Reich à l'époque de l'orgothérapie et évoque la bioénergie, l'enthousiasme et l'excitation des années 45 et 47 qui ont disparu de son retour d'Europe en 52. En 53, John Periakos s'associe avec 2 autres adeptes de Wilhelm Reich, Alexander Loven et William Walling, et fonde en 56 l'Institute for Bioenergic Analysts. D'autres thérapeutes se réclament de la pratique reichienne, végétothérapie ou orgonthérapie, citant par exemple la soméatothérapie et Richard Meyer à Strasbourg, l'ancienne reichienne développée par Gérard Guache, Paris-Mexico, et enseignée en particulier en région parisienne au cercle d'études Wilhelm Reich qu'anime Jacques Lesage de La Haye. Mon Dieu, que tout ceci sent le business frauduleux, mes chers amis. La thérapie primale et l'intégration posturale de James Peitner et de la psychothérapie corporelle intégrée de Jack Rosenberg je connais par contre Jack Rosenberg, ça me dit quelque chose. Et Marjorie Band sont des pratiques d'inspiration néo-reichienne. Les chercheurs canadiens Paulo et Alexandra Correa, l'allemand John Joachim Terrain et James Demeo à Ashland dans l'Oregon travaillent sur l'aspect scientifique des travaux de Reich. Ses écrits sur les régimes totalitaires d'Europe sont repris dans les domaines de sciences politiques et notamment aux États-Unis. Effectivement, c'est peut-être l'aspect le plus intéressant de Reich. Le concept de peste émotionnelle qu'il développe dans les années 30 est réactualisé dans la société contemporaine et s'est transposé dans la notion moderne de panique morale. Je pense que c'est un des rares aspects qu'on peut-être être intéressant de Reich. Sa fille, Eva, devenue médecin, s'est intéressée aux méthodes alternatives à la psychomatique, à la bioénergie et aux techniques de naissance en douceur. Sa fille Laure a été médecin psychiatre puis psychanalyste. Fin. Donc voyons, le 27 c'est... Ouais, c'est Fascism on a View from America, c'est ça, voilà, c'est un... Enfin bref. Donc voilà, vous pouvez voir que Wilhelm Reich est vraiment
effectivement, ces appareils qui a été décrit sur la route de Jack Kerouac n'est pas soulevé dans la fiche, mais je pense pas me tromper. Donc voilà, c'était Wilhelm Reich, parcours assez... S'il faut vraiment retenir qu'une seule chose de Reich qui est vraiment intéressant, c'est vraiment les 2 livres que je vous ai cités au début, dans l'intro. Je vais les mettre dans la description. Et comme vous avez pu le voir, même sur son aspect effectivement de peste émotionnelle, a été reprise comme étant un concept de panique morale. Et la panique morale, pour le coup, c'est très actuel par rapport à l'extrême droite et le grand remplacement. Donc, malgré toutes ces erreurs, toutes ces approches totalement what the fuck, pour moi, il y a vraiment 2 livres à sauver de lui. C'est le fascisme et psychologie du fascisme et conscience de classe. Enfin bref, je vous invite vraiment à le commander. Surtout, Qu'est-ce que la conscience de classe ? C'est un livre qui est assez court et qui se lit assez rapidement. Je pense qu'en une journée, ça devrait être bouclé. Donc enfin bref, c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.